À notre panel ce soir, on retrouve Émilie Nicolas, Michel Séauger et Dimitri Soudas. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 On va parler d'abord du premier ministre Legault et sa sortie hier, accompagné de deux ministres, celui de l'Éducation, M. Drainville, celle qui est présidente du Conseil du Trésor qu'on avait en entrevue il y a un instant, Mme Lebel. Mais M. Legault a prévenu les Québécois, le prochain budget présenté en mars devrait être largement déficitaire en raison des hausses de salaire qu'il a accordées aux employés en éducation et en santé. Donc, probable report de l'équilibre budgétaire plus tard que prévu. Voici un petit extrait. On se retrouve avec un budget qui est largement déficitaire, beaucoup plus déficitaire qu'il l'était avant ces négociations-là, entre autres à cause du choix qu'on fait d'investir dans les services publics. C'est peut-être un choix qui va être critiqué par certains, mais moi, je pense que c'est le meilleur choix. Bon, bien, d'abord, j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a fait une sortie comme ça alors que c'était la journée où on devait présenter finalement les gains obtenus à la suite de ces négociations qui n'ont pas été toujours faciles, particulièrement dans le monde de l'éducation. Dimitri, est-ce qu'il prépare les Québécois de mauvaises nouvelles? Bien, son ministre des Finances a déjà envoyé ce même message il y a quelques semaines. Et ce que le premier ministre Legault a dit, les mots-clés, c'est « entre autres ». Il a dit, entre autres, le budget sera beaucoup plus déficitaire à cause des choix. Et il semble assumer ces choix. Le défi pour le gouvernement caquiste, c'est que tous ces choix, que ce soit en éducation, en santé, les négociations s'en viennent avec les infirmières, par exemple. On voit les mises en demeure volées avec les omnipraticiens. C'est que dans 2 ans, politiquement, il va devoir démontrer qu'il a shaké les colonnes du temple, qu'en éducation, en santé, il y a des résultats qui sont mesurables. Et bien sûr, en économie, il ne peut pas perdre sa marque de commerce de bon gestionnaire économique. Et là, ce qu'il nous dit, c'est 2027, budget équilibré, ce ne sera plus l'objectif. Mais vous n'entendez pas là-dedans une mise en garde, on va couper quelque chose, par exemple? Il ne semble pas vouloir retourner dans l'ère de M. Couillard, par exemple, de l'austérité, mais c'est certain qu'il va falloir faire des choix. Ses grandes priorités sont la santé, l'éducation, l'économie, l'environnement et l'identité. Mais il va devoir éventuellement trouver des épargnes ailleurs où ce n'est pas nécessairement sa priorité. Émilie, vous avez vu la réaction des syndicats. Elles ont été nombreuses depuis hier. Ils se disent, bien, écoutez, nous, allez pas nous faire porter la responsabilité d'un éventuel déficit, là, ici. C'est un peu ça l'autre objectif ou l'autre chose qui est accomplie par cette sortie-là depuis hier. C'est essentiellement de dire si un déficit, c'est pas de notre faute. Vous l'avez voulu ainsi, vous avez fait la grève. On est prêt avec ça, à assumer les conséquences, vous, le peuple québécois, de ce que vous avez demandé de faire essentiellement. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que peut-être c'est habile politiquement. C'est sûr, après que ça a créé des tensions avec les milieux syndicaux. On vient de le voir avec la dernière entrevue avec la ministre Sonia Lebel. Les négociations avec la FIC ne sont pas terminées et ça ajoute nécessairement au contexte autour des négociations qui restent à faire. Et surtout, ça envoie peut-être le message qu'on n'a pas nécessairement dépensé cet argent-là de gaieté de cœur. C'était pas ça notre plan. On s'est fait essentiellement forcer la main. Donc, on nous dit d'une part que on est fiers d'avoir fait ce choix-là parce que c'était pour le Québec qu'on l'a fait, pour les services publics qu'on l'a fait. D'un autre côté, on nous dit aussi qu'on est très mauvaise humeur d'avoir eu à faire ce choix-là, que c'était pas ce qu'on avait prévu faire. On avait envie de retourner dans l'équilibre budgétaire. Donc, on dit une chose et son contraire un peu avec ce message en même temps. Quand on regarde encore une fois, Michel, la réponse des syndicats, en fait, il y a une ligne, entre autres, que j'ai retenue, où on disait, vous savez, le gouvernement aussi a fait des choix. Il a fait les choix de remettre des chèques, il a fait des choix de baisser les impôts, de faire des investissements ailleurs. Alors, c'est pas que de l'argent qu'on a remis à des syndiqués à la suite d'une pénible négociation, là. Non, mais en même temps, moi, j'ai pris les paroles de M. Legault pour ce qu'elles étaient. C'est-à-dire, il dit, j'assume le choix que j'ai fait d'investir dans les services publics. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu un premier ministre du Québec dire ça. Alors, il assume ça.
Et d'autre part, il n'a pas tellement le choix comme employeur. Les salaires n'étaient plus au rendez-vous du marché pour les enseignants, pour les infirmières, etc. Il fallait des augmentations de salaire significatives, sinon il allait perdre son monde. Alors, ça aussi, c'est de la bonne gestion de ne pas perdre son monde. Moi, je vois quelqu'un qui... bon, c'est sûr que l'État ne voulait pas donner toutes ces augmentations-là au début, c'est certain. Mais à la fin... il assume son choix qui est de dire j'ai investi dans les services publics, on va augmenter le déficit et on va vivre avec. Et vous savez, le déficit il est très élevé à Ottawa, puis on vit avec aussi. Hein? Ouais. Alors ça, c'était le message, un des messages qu'il y avait hier. Le deuxième, évidemment, c'est de faire un bilan, c'est-à-dire quels sont les gains à la suite de cette négociation dans le monde de l'enseignement. M. Drainville est venu énumérer finalement, parce que pendant longtemps, il n'a pas voulu parler. On attendait que tout le monde ait voté. Alors c'est fait maintenant. Petit extrait de M. Drainville. Ce qui était important dans cette négociation-là, c'était pas les gains du point de vue patronal ou syndical. Ce qui était important pour nous, c'était de répondre aux besoins des élèves et d'améliorer la situation de notre personnel scolaire. Et de cette façon-là, je crois sincèrement que cette convention-là peut nous aider à attirer des nouveaux talents. Émilie, est-ce que vous partagez là-dessus la confiance du ministre qu'à la suite de cette négociation, on va pouvoir attirer finalement, il dit de nouveaux talents, mais on comprend, c'est tous les gens qui sont liés dans le monde de l'éducation. Ça peut être autant des gens qui travaillent comme orthophonistes que ça peut être aussi des enseignants là-dedans. Parce que les sons de cloche qu'on a depuis que les ententes ont reçu leur vote, avec de très faibles majorités, c'est qu'il y a des gens qui ont encore l'intention de quitter. C'est le rôle du ministre de l'Éducation de dire ce qu'il a dit et d'envoyer ce message-là de confiance. Après, même si Bernard Drainville a dit ce qu'il devait dire, ça ne veut pas dire effectivement que c'est collé exactement sur le réel. Il y a les négociations qui ont eu lieu du côté du Front commun, celles qu'il y a eu du côté de la FAE. On a vu à quel point les votes étaient serrés. On a vu à quel point l'acceptation de l'entente, ça s'est fait sous une saveur assez amère. Est-ce que ce qui veut dire, c'est qu'il y a eu certes des augmentations de salaire et des dépenses, dont parlait plus tôt d'ailleurs François Legault, mais d'un autre côté, au niveau de l'aide reçue en classe, il reste des gens qui sont pas satisfaits. Qui a raison là-dedans? Est-ce que vraiment les gains vont être suffisants pour changer l'attirance des candidats pour la profession ou pas? C'est vraiment le temps qui va nous dire qui va étudier ou non dans ce bac-là, qui est recruté ou non dans les écoles et surtout qui se maintient ou pas dans les écoles. À ce stade-ci, Bernard Drainville, le gouvernement de la CAQ peut dire tout ce qu'ils veulent, les syndicats peuvent dire tout ce qu'ils veulent, au nom de leurs membres, mais c'est vraiment en voyant dans les prochains mois, dans les prochaines années, les statistiques sur la rétention des professeurs qu'on va voir si la rétention des professeurs a vraiment été augmentée par les ententes qui viennent d'être négociées. Parce que Dimitri, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le gouvernement pouvait faire plus? Est-ce qu'il pouvait faire mieux? Là, je ne parle pas des salaires, mais je parle vraiment de rendre ça attrayant, de donner envie à des gens d'abord de rester. On veut d'abord retenir ceux qui sont là, puis ensuite d'attirer de la relève aussi. La réponse à votre question est sans doute oui. Cela étant dit, il y a un autre défi plus important. C'est que les syndicats présentement, les syndicats comme la FAE, ne sont pas en train de dire, écoutez, on a signé une bonne entente, on aurait pu mieux faire, mais c'est une bonne entente. Les syndicats ne sont pas en train d'assumer ce qu'ils ont signé littéralement, l'entente de principe. On l'a vu avec la FAE, ça n'a pas assez proche à être rejeté par ses membres. Donc, les gens qui regardent chez eux et qui se disent, peut-être je devrais devenir prof. Ils entendent le message du gouvernement qui dit, ça va mieux, salaire de base de 65 000, plus d'autonomie, plus d'appui aux classes. Mais les syndicats, mon ami Jean-François Lisée avait une excellente idée. Ça prendrait une conférence de presse avec Bernard Drainville et les leaders syndicaux pour qu'ils disent on a fait des avancées assez importantes pour que les gens considèrent maintenant de devenir prof. Et on n'est pas à la génération où tu commençais ta carrière comme professeur et tu finis ta carrière comme professeur. Écoutez, il y a près de 50% des gens qui partent leur carrière en prof et dans les 5 premières années, ils ont déjà quitté la profession. Alors, on comprend qu'effectivement, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, mais en plus de mobilité de personnel, parce que c'est de ça dont vous parlez, là, des gens qui se promènent ici, le défi était vraiment grand.
Michel, c'est réglé pour les profs. Là, on fait des bilans, mais c'est pas réglé pour les infirmières. J'ai posé la question à Mme Lebel, à savoir, finalement, votre affaire de flexibilité, c'est obligatoire ou pas obligatoire? Parce qu'on entend vraiment un message contradictoire. Je ne sais pas si elle vous a convaincu, vous, que ce n'était pas obligatoire. Il faut toujours lire les petits caractères et lire entre les lignes, parfois, quand on parle avec des élus. Mais on a l'impression qu'on n'aboutit pas. Alors, il n'y a pas de menace de grève pour l'instant là, qui a été agitée par le syndicat, mais on ne voit pas non plus de résolution de cette négociation sous peu, là. Permettez-moi de paraphraser Pierre Poilievre. Le gros bon sens nous indique que si c'était pas un problème de remplacer quelqu'un à un endroit volontairement, que s'il y avait juste le volontariat qui marchait, on n'aurait pas besoin de mettre ça très longtemps, puis avec beaucoup d'articles dans la convention collective. Si on négocie encore ça, c'est parce qu'il y a un problème. Alors, moi, je veux qu'on m'explique le volontariat parce qu'il est vraiment pas clair. Et d'autre part, il y a aussi une question que les infirmières et bien que les enseignants aussi ont dit, c'est la tâche. C'est est-ce qu'on a plus de contrôle sur notre tâche? Est-ce qu'on a aussi le temps de faire nos interventions auprès des malades? Ça, c'est un gros, gros problème. C'était une des choses que les infirmières voulaient régler à cette négociation. Puis de toute évidence, ils ne sentent pas qu'ils ont réglé. Oui, mais ce qui est difficile dans une négociation, c'est qu'il y a des choses qu'on ne dit pas en public aussi. Alors, très difficile à ce moment-là pour la population de se faire une tête puis d'être capable de dire, ah, moi, j'approuve plutôt tel groupe plutôt que tel autre. Parce qu'il y a encore cette opacité qui fait partie, justement, de la négo. Parlons d'un autre sujet. Et là, Michel, c'est à vous que je vais lancer la balle parce que vous êtes directement interpellé ici par le ministre de l'Économie lui-même, M. Fitzgibbon, qui a écrit une lettre ouverte aujourd'hui qui reproche finalement aux journalistes et aux militants de nuire à l'atterrissage de grands projets qui s'inscrivent dans une économie verte au Québec. Mais il le fait vraiment dans le cadre d'une réponse. Une lettre ouverte qui est une réponse à une chronique que vous avez écrite dans le quotidien La Presse. On va regarder quelques courts extraits qu'on est allé prendre dans ces lettres. Alors, il écrit « Affirmer que cette entreprise, il parle de Northvolt, bien entendu, ne respecte pas les règles est simplement faux. Démoniser une entreprise qui tente d'offrir des solutions aux plus grands défis de la planète est aussi paradoxal que contre-productif. » Ensuite, il dit « Certains militants et certains journalistes, tout aussi militants, sont beaucoup plus bruyants que la majorité silencieuse qui appuie ces projets. Ils entretiennent une méfiance malsaine. » Michel, qu'aviez-vous dit dans votre chronique qui donne cette réplique-là de la part de M. Fitzgibbon? C'était une chronique qui te portait sur l'état de droit. Et je faisais remarquer que l'état de droit au Québec, c'est d'avoir un examen environnemental de projets comme Northvolt et qu'il était quand même un peu bizarre qu'on ait changé en catimini, juste avant que le projet soit lancé, les normes du BAP pour est-ce qu'on va avoir des audiences publiques du BAP ou pas. Ça s'appelle chez moi, là, ça s'appelle du fling-flang, ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que le BAP, il fait partie de l'état de droit. Si M. Fitzgibbon n'aime pas qu'on dise des choses qu'il ne croit pas vraies sur Northvolt, le meilleur moyen de régler ça, c'est d'avoir des audiences publiques du BAP qui, très souvent, ont remis à leur place des groupes environnementaux en disant ce que vous dites, c'est pas vrai, c'est un projet qui fonctionne. Alors, moi, j'invite tout simplement M. Fitzgibbon à se conformer à ce qui est la loi au Québec, la loi avant qu'il la change, là, les règlements avant qu'il les change, et à faire des audiences du BAP. Il va peut-être être éminemment surpris et heureux du résultat. Émilie, j'aimerais vous entendre aussi là-dessus, parce que finalement, c'est sur le concept d'acceptabilité sociale. Finalement, M. Fitzgibbon a l'air de dire, quand vous écrivez trop là-dessus, quand vous dénoncez des choses, en fait, vous nuisez à l'aboutissement du projet parce que vous exacerbez un peu les gens qui pourraient avoir des réserves. Donc, en bout de ligne, vous nuisez à l'acceptabilité sociale. C'est pas facile, la démocratie. C'est un peu ça que je comprends de la fatigue de M. Fitzgibbon. Émilie, on vous entend vraiment très, très mal. Émilie, je vous interromps. On vous entend très mal. On va essayer de régler le problème de son parce que là, il y a tellement de vibrato là-dedans qu'on n'entend plus rien. Dimitri, tiens, je vais vous donner la parole. Vous en pensez quoi? Écoutez, ce que je veux dire, dans une autre vie, 1 sur 2 chroniques que Michel C. écrivait me dérangeait aussi. Mais il faisait sa job et cette fois-ci aussi, il fait sa job. Et je comprends de l'autre bord la frustration du ministre. Ce gouvernement a quand même une vision assez ambitieuse en matière énergétique. Et probablement qu'il se dit, écoutez, quand j'apporte un projet qui est bon pour l'environnement,
parce qu'on parle de, bien sûr, la production de batteries électriques. Et c'est bon pour l'économie. Pourquoi est-ce que les gens chialent? Écoutez, c'est un gouvernement qui veut littéralement doubler la production d'Hydro-Québec dans les 25 prochaines années. Ça a pris Hydro-Québec 80 ans pour arriver où ils sont aujourd'hui. Donc, ils ne veulent pas, ultimement, se trouver dans une position où leur ambition, puis ils sont en train de mettre de l'argent pour Northvolt, ils ne veulent pas que ça devienne un enjeu où... parce que l'acceptabilité sociale, c'est important, mais on le voit en matière de logement aussi. Parfois, tu as 5, 10, 15 personnes qui sont contre un projet et le projet est fini. Et je pense que quand il parle d'une certaine majorité silencieuse, c'est probablement vrai. Donc, Michel C. continue à faire sa job et le ministre va lui répliquer dans des lettres à l'éditeur, dans la presse. Mais c'est au gouvernement, ultimement, de vendre leur projet. Bon, Émilie. Oui. Alors là-dessus, on vous écoute. Oui, là, on vous entend bien. Oui. Ce que j'allais dire essentiellement, c'est que, en fait, l'irritation semble être contre, en fait, la démocratie. Michel parlait de l'état de droit ou du droit des citoyens, des journalistes à poser des questions. Je comprends là d'où Pierre Fitzgibbon semble partir, c'est-à-dire d'une conviction profonde que parce que Northvolt est là dans une perspective de transition énergétique, c'est comme si l'objectif il y a tellement écrit le mot « vert » sur l'objectif que de poser des questions sur les détails serait nuire à l'objectif vert. Et donc, il y a comme une impatience très particulière pour les environnementalistes dans ce cadre-là, puisqu'on a présenté tellement le projet comme vert que de poser des questions sur son impact local serait absolument contre-productif. Non seulement contre-productif, mais aussi particulièrement frustrant dans un contexte où il y a cette pression-là des États-Unis qui a été mise de s'accaparer essentiellement la transition verte, et puis que le Canada est là à essayer de tirer son épingle du jeu dans ce contexte-là. Et je crois que c'est de là dont Pierre Fitzgibbon part, tout en oubliant, au final, la démocratie, le droit des gens de poser des questions, et aussi le fait que si on est pressé parce qu'on est dans cette espèce de ruée vers l'or vert, le fait d'être pressé comme ça donne encore plus l'impression aux gens qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel ils devraient se pencher, avoir le droit de poser des questions. Et donc, plus les gens sont pressés dans cette logique-là de compétition avec les États-Unis, d'aller de l'avant avec des gros projets, plus ils risquent de braquer essentiellement la population qui n'a pas eu le temps d'avoir son mot à dire. Donc, c'est le paradoxe dans lequel on est. Et je pense que la CAQ aurait finalement sauvé du temps si elle avait voulu prendre le temps. On va conclure là-dessus. Émilie, merci beaucoup. On est content que vous soyez venue donner le mot de la fin à notre panel. Michel, Dimitri, merci. Merci, bonne soirée. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.